Une proposition de loi veut instaurer une présomption d'utilisation des contenus culturels par les modèles d'intelligence artificielle, un texte attendu par les ayants droit, mais qui soulève de nombreuses questions. On fait le point tout de suite avec mon invité, Agathe Malfette, avocate associée au sein du cabinet Reed Smith. Agathe, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors on va parler donc de cette proposition de loi qui instaure donc une présomption d'utilisation des contenus par les modèles d'intelligence artificielle. Quel est son objectif et un mot sur le parcours législatif? Donc la présomption, vous l'avez dit, elle vise à instaurer donc cette présomption d'utilisation par les fournisseurs de modèles et de systèmes d'IA d'une œuvre générée par l'IA et protégée par un droit d'auteur ou un droit voisin lorsqu'un indice rend vraisemblable son utilisation. L'objectif qui est recherché par le législateur, c'est de répondre à ce qui est qualifié d'asymétrie probatoire. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que, en fait, les titulaires de droit affirment aujourd'hui qu'ils ne disposent que de moyens limités pour démontrer avec certitude que leurs œuvres ont été utilisées pour entraîner les modèles du fait de l'opacité des processus. Et la présomption vise donc à rééquilibrer la charge de la preuve. En termes de chronologie, le texte a été déposé au Sénat en décembre 2025. Le Conseil d'État a rendu un avis le 19 mars 2026, validant la compétence du législateur national pour aménager ce régime qui est présenté comme probatoire. Le Sénat a adopté le texte le 8 avril. Il a été transmis à l'Assemblée nationale, qui l'a adopté en commission des affaires culturelles le 2 juin dernier. Et le vote en séance publique est prévu pour le 11 juin, mais il sera peut-être reporté au vu des 110 amendements qui ont été déposés récemment. Et d'ailleurs, on peut s'interroger sur les débats que suscite ce texte, puisqu'il va impacter l'ensemble de la chaîne de valeur finalement de l'IA, et il aurait peut-être dû faire l'objet d'une étude d'impact. D'accord. Ça, c'est intéressant, une étude d'impact. Un mot peut-être sur le déclencheur de cette proposition de loi pour comprendre qu'est-ce qui a motivé cette proposition de loi. L'exposé des motifs de la proposition fait en fait un double constat. D'une part, l'opacité structurelle, on l'a dit, les titulaires de droit ne savent pas si, quand et comment leurs œuvres sont utilisées pour entraîner les modèles d'IA, puisque seule cette information appartient seulement aux fournisseurs. Et d'autre part, l'échec de la négociation. Il y a en effet une concertation qui a été menée entre les titulaires de droit et les fournisseurs d'IA. Cette concertation s'est soldée par un échec en novembre dernier, et c'est cet échec qui a conduit au dépôt du texte selon une méthode en 3 temps définie par la Commission de la culture du Sénat. Concertation d'abord, législation ensuite, et taxation peut-être en dernier recours si nécessaire. Alors un point important aussi, c'est la compatibilité du texte avec le droit de l'Union européenne. Qu'en est-il ? Donc cette compatibilité peut être discutée peut-être à 3 égards notamment. Tout d'abord, cette présomption a un impact sur l'exception de fouilles de textes et de données prévues par le droit européen mais aussi transposées en droit français. Au terme de l'exception générale, le principe c'est celui d'une extraction de données qui est licite par défaut, sauf opposition expresse des titulaires des droits, qu'on appelle opt-out. Et la charge de la preuve de cette opposition et de la possible violation incombe aux titulaires de droit. Sauf que la présomption, finalement, revient à inverser cette logique. Elle va renverser la logique de l'opt-out, c'est-à-dire qu'un fournisseur d'IA qui aura respecté un signal d'opt-out sera présumé avoir utilisé une œuvre dès lors qu'un indice rendra vraisemblable son utilisation. Et le fournisseur d'IA pourra rapporter la preuve contraire, c'est-à-dire la preuve d'un fait négatif, mais au vu des milliards de données en fait, qui sont utilisées pour entraîner les modèles, les fournisseurs affirment que cette preuve est quasi impossible. Et donc, la présomption qui est présentée comme réfragable, puisque le texte prévoit que c'est sauf preuve contraire, elle devient en fait irréfragable. Et finalement, elle n'agit pas seulement qu'au stade du contentieux, mais elle rétroagit au stade de l'exercice même de l'activité des fournisseurs d'IA en amont, au stade de l'entraînement. C'est quoi la conséquence de ça ? La conséquence, c'est que les fournisseurs doivent anticiper cette charge probatoire et donc établir un détail des œuvres qu'ils utilisent, sinon ils ne pourront pas répondre à cette charge. Et
Ensuite, la présomption, elle va finalement au-delà du règlement IA. Pourquoi ? Parce que ce règlement prévoit des obligations de transparence à la charge des fournisseurs de modèles d'IA à usage général, et notamment l'élaboration et la mise à disposition d'un résumé détaillé sur le contenu utilisé pour entraîner les modèles. Le règlement ne prévoit pas de détails techniques sur les œuvres. D'accord. Donc, le niveau de détail qui est suggéré finalement par la présomption, Ça va plus loin. voilà, va imposer aux fournisseurs finalement d'anticiper ce détail s'ils veulent renverser la présomption. Donc, cette présomption va au-delà du règlement et au-delà aussi de la résolution qui a été adoptée par le Parlement européen le 10 mars dernier, qui prévoit aussi une présomption, mais qui l'assortit de garanties, c'est-à-dire qu'il appliquerait la présomption seulement en cas de non-respect des obligations de transparence. Et dernier point peut-être, le texte pourrait se heurter à un obstacle finalement d'ordre procédural, qui est la notification TRIS, qui impose, en fait, cette notification, elle impose aux États membres de notifier à la Commission européenne tout projet de règles techniques avant leur adoption, c'est-à-dire, en fait, un projet de règles qui vise spécifiquement les services de la société de l'information et qui affecte l'exercice même de l'activité des fournisseurs, et ce qui pourrait être le cas en l'espèce, et ce qui rendrait, du coup, le texte inopposable s'il n'était pas notifié comme il se doit. D'accord. Donc on voit qu'il y a de nombreuses difficultés par rapport à ce texte. Qu'en est-il par rapport aux droits fondamentaux, la compatibilité de cette proposition de loi par rapport aux droits fondamentaux ? Donc, cette présomption soulève également, vous le dites, des difficultés au regard des droits fondamentaux. Le texte soulève notamment une question au regard du droit au procès équitable. Celui-ci suppose que tout défendeur puisse avoir une possibilité de se défendre réellement et effectivement. Or, en imposant finalement la preuve d'un fait négatif aux fournisseurs d'IA, qu'ils présentent comme matériellement irréalisable finalement, on priverait ces fournisseurs de toute capacité réelle de se défendre et ils seraient exposés finalement à une responsabilité presque quasi automatique, d'autant plus que le texte de la présomption prévoit qu'elle pourrait s'appliquer de manière rétroactive. Et dans ce cas, ça veut dire qu'un juge qui serait saisi devrait finalement présumer la responsabilité des fournisseurs d'IA en réaménageant la charge de la preuve après l'introduction de l'instance. Cela crée aussi une certaine insécurité juridique. On l'a dit parce que ça mettrait à mal le recours à l'exception de fouilles de textes et de données, en rendant potentiellement finalement illicites des actes qui étaient a priori licites selon l'exception. Et cette insécurité, elle est aussi renforcée, elle résulte aussi du fait que les notions de la présomption, certaines notions, celles d'indice, on l'a dit, de vraisemblance, ne sont pas définies. Elles ne correspondent à aucune notion finalement juridique ou technique précise. Et dès lors, les fournisseurs d'IA ne peuvent pas finalement anticiper les indices qui seraient suffisants pour déclencher la présomption et ce qui porte atteinte finalement au principe de prévisibilité de la loi. Bon, on voit qu'il y a de nombreuses questions qui subsistent. On va attendre peut-être les débats de l'Assemblée nationale pour voir ce qu'il en résulte. Un dernier mot rapidement, est-ce que c'est un bon texte ou un mauvais texte au final ? Alors, il oppose évidemment, vous l'avez compris, les titulaires de droit et les fournisseurs d'IA. Il a des avantages et des inconvénients. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'en pratique, on va renverser la charge de la preuve. Aujourd'hui, dans un contentieux classique de contrefaçon, le titulaire de droit est celui qui doit démontrer que son œuvre a été utilisée sans son autorisation. Demain, on renverse cette logique. Si le texte est adopté, le titulaire de droit produira un indice qui rend vraisemblable l'utilisation de son œuvre. Cette utilisation sera présumée et il reviendra au fournisseur de démontrer qu'il n'a pas utilisé l'œuvre. Mais on l'a dit, ça revient quand même quelque peu à lui imposer, à l'exposer finalement à une responsabilité quasi automatique et ce qui risque finalement d'entraîner une multiplication des contentieux en la matière. On va conclure là-dessus. Merci Agathe Malfait. Je rappelle que vous êtes avocate associée chez Reed Smith. Merci beaucoup Arnaud. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À demain sur Be Smart for Change.